Bonsoir à tous, nous sommes le mardi 5 décembre, bienvenue dans le 7-8 journal sur TV 78. Tout de suite, les titres de cette édition. Venir en aide aux migrants et leur proposer un moment convivial, c'est l'objectif de la fête de la fraternité. La 4e édition se tenait aujourd'hui à Versailles à l'initiative d'un collectif. Distribution de vêtements, repas, danse et chants au programme, nous étions sur place. Elle permet de se libérer de ses peurs grâce à l'acupuncture. L'EFT, c'est la technique de libération émotionnelle, une méthode présentée dans 2 ouvrages publiés cette année par Valérie Brony, art thérapeute de Voisin-le-Bretonneux. Elle est l'invitée de ce journal. Et puis, comme chaque mardi, le portrait de la semaine consacré à une personnalité du département. À 70 ans, il s'apprête à faire le tour de Cuba à vélo. Alain Crampon part pour 2 mois d'aventure sur l'île des Caraïbes. Et cet habitant de Bois d'Arcy n'en est pas à son coup d'essai. Pour débuter ce journal, ils sont entendus par la police des polices. 6 gardiens de la paix des Yvelines sont en garde à vue depuis hier matin dans les locaux de l'IGPN, interrogés pour une affaire de blanchiment et de recel. Les agents sont soupçonnés d'escroquerie à la taxe fiscale dans le cadre d'un trafic de voitures. Les enquêteurs de l'IGPN cherchent à savoir si ces policiers ont pris part à ce trafic. Une journée solidaire pour les migrants à Versailles, je vous le disais dans les titres. La 4e fête de la fraternité se tenait aujourd'hui au Centre 8, organisée par le collectif Migrants. Plus de 80 personnes ont pu bénéficier ce midi de vêtements chauds pour l'hiver et d'un repas festif, comme vous le voyez sur ces images de Camille Lambert. Un événement qui se tient régulièrement depuis mars 2016 et l'arrivée de migrants à Versailles. 120 sont aujourd'hui hébergés au centre des Mortemais. Écoutez le programme des festivités à notre micro. Les bénévoles témoignent également de la difficulté à faire évoluer la cause des migrants. Une après-midi d'animation avec des chants, ils vont danser, il y aura des danses afghanes et puis donc des jeux qui seront organisés donc toute la soirée. Beaucoup de peur, beaucoup de timidité, un malaise aussi, on se sent un peu coupable de ne pas bien faire, coupable de ne pas faire tout ce qu'il faut. Et puis il y a le rejet quand même, hein. Il y a ceux qui ne veulent pas d'étrangers ici, ça il ne faut pas se le cacher. D'autres actions sont organisées par le collectif Migrants à Versailles. Une équipe de football a par exemple été constituée et un petit déjeuner est servi tous les lundis dans les files d'attente de la préfecture. Et ce sera également le cas bientôt tous les jeudis. D'après un sondage IFOP, près de 17 millions de Français pratiquent le jardinage et pas forcément sur leur propre parcelle. Partager son jardin, c'est une nouvelle tendance, un acte qui peut être aussi solidaire comme à Versailles. L'association des Colibris propose un jardin à partager avec l'EHPAD Val-Bièvre. C'est un jardin, les résidents vont pouvoir ainsi sur ce jardin bêcher, planter et creuser avec des passionnés. Et en ces périodes de fête, cette action est largement appréciée par les personnes âgées. Nicolas Dandry et Léa Rège. Bavarder, rigoler et surtout partager en jardinant, c'est désormais possible à l'EHPAD Le Val-Bièvre. L'Institut accueille depuis septembre dernier un jardin partagé. Le concept original permet de créer du lien. L'idée est simple, en fait, on s'est dit qu'on allait mettre à disposition une partie de notre terrain pour des personnes qui ne nous connaissaient pas, en se disant qu'on n'attendait rien en retour. Et puis le pari, c'est de se dire que nécessairement, ils vont nous apporter quelque chose et ils vont apporter quelque chose aux résidents et aux personnes âgées dans l'établissement. Le jardin partagé est proposé par l'association Les Colibris, avec en ligne de mire une société écologique et humaine. En ce sens, elle espère accompagner les résidents. Et là, en fait, c'est quelque chose qu'on a tous découvert après coup. Le lien social avec les personnes âgées dépendantes. Et ça a été quelque chose qui a pris une grosse ampleur pour nous. C'est-à-dire que maintenant, on essaye de mettre en place des choses qui permettent aux personnes, aux résidents de l'EHPAD de venir jardiner avec nous. Ça fait longtemps que vous l'avez perdu, votre nez rouge? Des rires et des blagues, les résidents de l'EHPAD, satisfaits par l'initiative, ont ainsi l'occasion de révéler leur talent de jardinier. J'ai ratissé, j'ai lissé une partie et puis disons que j'ai participé à une petite plantation. Ça donne des possibilités aux résidents aussi de regarder, de voir, de s'exprimer quoi aussi. La collaboration de l'EHPAD et des Colibris est positive. De prochains projets d'ateliers promettent de voir le jour au début de l'année 2018. On vous en parlait hier dans le 7-8 journal. Coignard organisé ce week-end son marché de Noël. Vous vous direz normal en cette période, mais c'était une première pour la ville saint-quentinoise. Bonsoir Dominique Catelin.
Bonsoir. Vous êtes première maire adjointe de Coignères, beaucoup de délégations. Vous êtes en charge des seniors, du social, de la santé, du CCAS, du logement, de la petite enfance, des ressources humaines et de la communication. J'ai fini ma liste. Oui, tout à fait. Précisément, vous êtes conseillère communautaire de 50 ans en Yvelines, déléguée à la santé. Alors, si on revient sur ce premier marché de Noël, c'était donc samedi à Coignères. Quel bilan peut-on tirer? C'était une première réussite pour Coignères? Je pense que c'était une première réussite. Le marché de Noël se situait sur le parvis de la mairie, un petit endroit bien sympathique au cœur du village, qui donne directement aussi sur l'église. Nous avions, je crois, à peu près une vingtaine d'exposants. Nous avions des professionnels et des non-professionnels. Là, on a pu découvrir aussi des talents de créativité de certains coignériens. Oui, c'est ça, des talents de Coignères. De notamment Coignères, un producteur de pommes qu'on vous a fait découvrir hier dans cette suite journal. Avec, qui faisait déguster aux Coignériens et aux gens qui venaient donc son jus de pomme. Oui, pour lui, pour le coup, tout à fait en amateur. En amateur, tout à fait. Je pense que c'est un violon d'Ingres pour lui, surtout. Voilà. Et autrement, donc... le Père Noël, bien sûr. Le Père Noël qui est arrivé, bien sûr, vers les 15 heures. Cela a attiré quand même beaucoup de monde. Je veux dire, même des artisans aussi autres sur lesquels on a vu du bois, des choses quand même qu'on ne s'attend pas à voir spécialement. Mais ce que je pourrais dire quand même, c'est vraiment ce qui est l'artisanat fait par les communs, tout un commun de personnes qui ne sont pas habituées et sur lesquelles moi j'ai été un peu surprise de voir ce que les gens pouvaient faire en créativité. C'est quand même vraiment à souligner. Et donc premier marché, on l'a dit, organisé, premier marché de Noël à Coignères. Pourquoi n'y en avait-il pas avant et finalement, qu'est-ce qui a rendu possible l'organisation de ce premier marché ? Alors, ce qui a rendu possible, j'ai rencontré une dame qui est venue me rencontrer début 2017, qui m'a demandé pourquoi on ne fait pas un marché de Noël à Coignères. J'ai dit, écoutez, on n'y a jamais songé. C'est vrai qu'il y en a autour de nous, il y en a pas mal et on n'y avait jamais réfléchi. Et elle me disait, ça serait bien parce que je connais quand même beaucoup de collègues qui font quand même des créativités. Alors, j'ai dit, écoutez, pourquoi pas ? Donc, on a commencé à réfléchir sur ce marché de Noël début de l'année 2017. Et au fur et à mesure, nous sommes arrivés à ces 20 exposants. Et je peux dire que c'était quand même une réussite certaine. Demande donc des habitants. On va passer à la deuxième partie de cet entretien sur l'actualité plus générale à Coignères. Si on reste sur cette thématique de Noël, en ce moment, il y a un concours de décoration aussi qui est proposé aux habitants. Qui va démarrer là. C'est vrai que, comme on dirait sur Coignères, il y a des rues qui sont vraiment très très bien décorées au moment de Noël. Et surtout une rue, parce que c'est vraiment là où les gens même viennent par curiosité visiter. C'est l'allée du Forgeron, je crois, où il y a quand même beaucoup de Coignériens qui décorent vraiment très agréablement leur maison. Qui dit Noël, fête de fin d'année, on parle forcément de la fin d'année qui approche à Coignères. Que faut-il retenir de l'année 2017 à Coignères ? Les grands projets qui ont été menés. Les grands projets, le PLU, ça c'est vraiment un plan local d'urbanisme. Voilà, tout à fait. C'est un point phare. Il y avait d'ailleurs une exposition qui était proposée aux Coignériens. Voilà, qui doit se terminer, là, qui est en mairie actuellement. Ça c'est vraiment quand même quelque chose, point phare de cette année. Autrement, comme tous les ans, nous avons toujours nos activités, la fête de Coignères, si on était sur le plan festif, donc la fête de Coignères qui a lieu fin juin et qui est aussi un lieu de rencontre et qui rencontre quand même, je crois, on a à peu près 1000 personnes qui viennent et le final, c'est un feu d'artifice. Voilà, donc ça amène beaucoup de monde. Les Coignériens qui peuvent retrouver d'ailleurs leur actualité sur un journal vidéo, c'est proposé. Tout à fait, là ça vient de sortir, il n'y a pas très longtemps, on l'a mis en place sur Coignères, il y a 5-6 mois peut-être maintenant. Donc voilà, et comme vous dites si bien, les gens de Coignères peuvent se retrouver par ce biais de vidéos. Alors, il y a un dernier conseil municipal qui est aussi au programme tout prochainement, c'est le 19 décembre à Coignères. Est-ce qu'on parlera déjà de budget pendant ce conseil ? On ne parlera pas de budget encore, tout à fait, dans ce conseil. Ça sera plutôt sur la fin de l'année ? Début de l'année 2018, tout à fait. Début d'année 2018. Oui. Dernière question, il nous reste moins d'une minute. Est-ce qu'il y a déjà des grands projets établis pour l'an prochain à Coignères ?
Des grands temps forts à retenir. Oui, alors il y aura la finalité donc, du plan local d'urbanisme, ça qui va être finalisé, là je pense, sur juillet, de souvenir, de mémoire. Bien entendu, sur 2018, on travaille sur les projets qui vont être retenus. Actuellement, je ne peux pas encore vous dire ce qui va se faire, parce que le budget, on en discutera bien entendu entre adjoints et le maire, qui va nous donner les directives à mener sur ce plan-là. Et petit clin d'œil aussi pour terminer au Théâtre Alphonse Daudet qui fête ses 20 ans. Ses 20 ans. Cette année. Voilà, et qui c'est, comment dirais-je, le théâtre vraiment a une bonne, comment dirais-je, fréquentation. Hein. Merci Dominique Catelin d'avoir été avec nous. Merci à vous. Première maire adjointe de Coignard, vous êtes également conseillère communautaire de Saint-Quentin-en-Yvelines avec une délégation à la santé. Et pour retrouver toute l'actualité de Coignard, vous pouvez vous rendre sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Plonger dans le passé, y trouver des noms, des histoires et retracer des parcours, les parcours de nos aïeux. Mission des généalogistes, passionnés, amateurs et experts se sont donné rendez-vous samedi dernier aux archives départementales de Montigny-le-Bretonneux pour le Généa 2017, les assises nationales de la généalogie. Elles présentaient les nouveautés et évolutions de la discipline liée au numérique et à l'informatisation. Une révolution au service de la généalogie, mais qui ne doit pas pour autant supplanter le travail de recherche. Propos recueillis par Nicolas Dandry. Il ne faut pas que ça soit trop facile la généalogie. Le vrai plaisir en généalogie, c'est de chercher. Quand on trouve, c'est la récompense. Mais ce qui est important, c'est de chercher, et de savoir où chercher, comment chercher. Et là, les associations ont un rôle primordial à jouer. Notre rôle, c'est d'aider les chercheurs, parce qu'on peut très bien faire la généalogie tout seul dans son coin, aller sur son ordinateur, taper son nom. On n'ira pas très loin. On va engranger des renseignements, des noms, des dates, des lieux. Que des Maccabées, ça s'appelle un monument mort. Nous, on est là pour dire aux gens comment rajouter des feuilles et de la sève à leurs arbres. Que ça ne soit plus un arbre mort, mais faire revivre cet arbre. Eux sont passionnés par les aquariums. Ce sont les aquariophiles, collectionneurs de poissons et de plantes aquatiques, se retrouvent régulièrement pour échanger sur leurs pratiques et leurs loisirs. À Guyancourt, le club d'aquariophilie existe depuis 24 ans. Camille Lambert et Nicolas Dandry sont allés à la rencontre de ses membres. Quand j'ai débuté l'aquarophilie, donc j'ai acheté un poisson qui s'appelle un Botia macracantha. Et ce poisson, c'était il y a 23 ans, je l'ai acheté, il est encore là. Une eau à 27 degrés, quelques rochers pour se cacher et une nourriture riche, pas étonnant que ce poisson se plaise ici. Dans la nature, son espérance de vie est estimée entre 10 et 20 ans. Quand on progresse et qu'on arrive à garder les poissons plus longtemps qu'ils vivraient dans la nature, là on a rejoint l'objectif principal, c'est de recréer les environnements idéaux pour les poissons qu'on accueille. Eric est ce qu'on appelle un aquariophile, un passionné de l'univers aquatique. Cela fait 18 ans qu'il a rejoint le club d'aquariophilie de Guyancourt. Comme lui, ils sont une dizaine à se retrouver tous les samedis pour partager leurs connaissances. Concrètement, il y a de l'entretien déjà, au niveau tout ce qui est filtration, les vitres des aquariums. Et puis au niveau de la reproduction, il y a certains membres qui s'en occupent parce qu'en ce moment on a beaucoup de poissons des lacs d'Afrique. Par exemple, là on en a du lac de Malawi. Donc là c'est un très grand lac africain et on a des pseudo-trophéus zébras. Ça peut être dans l'Amazonie, on a différents biotopes qu'on essaye de reproduire justement. Objectif du club, essayer de rentrer en bourse aux poissons avec leurs propres élevages. Un loisir qui se veut avant tout apaisant, où le bien-être des animaux est le plus important. Avant de les introduire dans leur nouvel environnement, en fait, il faut les acclimater. Donc on appelle ça une acclimatation. Donc ça consiste en fait à les habituer à l'eau du nouvel aquarium pour pas qu'il y ait un trop grand choc par rapport à l'eau où ils étaient juste avant, donc chez moi. Chacun est invité à rejoindre le club à condition d'être majeur. Spécialistes et débutants pourront s'y sentir comme des poissons dans l'eau. Un nouvel invité qui m'a rejoint en plateau, Valérie Brony, bonsoir. Bonsoir. Art thérapeute basée à Voisins-le-Bretonneux. Vous avez publié aux éditions Le Duc cette année 2 ouvrages. Le dernier, c'est celui-ci, paru en novembre, il y a 3 jours. Aider l'enfant précoce à s'épanouir grâce à l'EFT. Donc cet ouvrage loue les bienfaits de l'EFT. C'est une technique qui permet de se libérer de ses émotions désagréables, ses peurs, ses angoisses. On va en parler dans un instant. Tout d'abord, un mot sur votre profession. Art thérapeute, ça consiste en quoi ? Alors en fait, c'est pour accompagner les personnes dans leurs difficultés à travers l'activité artistique, la créativité. Très bien. Mais en lien avec ce livre, en fait, c'est vraiment un peu différent puisque c'est là, je suis thérapeute en psychologie énergétique. Et du coup, là, c'est un travail entre l'esprit et le corps et au niveau surtout des émotions.
Alors dans cet ouvrage, vous louez la technique de l'EFT, pardonnez-moi pour l'accent anglais, Emotional Freedom Techniques, ça c'est ce que ça veut dire en anglais, donc c'est une technique de libération émotionnelle, traduction en français, qui se fait grâce à l'acupuncture, c'est ça? En fait, oui, on utilise les mêmes points méridiens qu'en acupuncture, sauf qu'au lieu de mettre des aiguilles, on stimule ces points soi-même sur soi, en fait. Et ça permet en fait de libérer dans le corps le blocage ressenti en lien avec des problématiques rencontrées, des émotions difficiles à gérer, de manière à libérer le corps, parce que dans le corps, c'est là qu'on ressent les émotions. Oui. Donc c'est une technique qui allie vraiment le travail sur une problématique et la libération émotionnelle dans le corps pour libérer définitivement le problème. En fait. Ça laisser finalement parler le corps à la place du mental, on peut dire ça? Oui, parce qu'autrement, on a tendance à trop contrôler et du coup, on a difficilement des fois du mal à lâcher prise. Alors c'est une technique que vous pratiquez depuis longtemps En fait, je l'ai rencontré à un moment de ma vie où justement j'ai 3 enfants précoces et où on traversait des difficultés tous en famille et où moi j'étais saturée et épuisée et j'ai rencontré cette technique justement que j'ai testée moi-même et ça a été une vraie révélation et du coup j'ai décidé ce jour-là de devenir thérapeute en EFT. Et finalement, qu'est-ce qu'elle apporte de plus par rapport à d'autres techniques plus traditionnelles? Oui, alors en fait, ce qui est génial, c'est qu'elle est puissante, elle est rapide. Et qu'en plus, on peut vraiment l'utiliser de manière autonome. Donc, une fois que les gens ont appris cette technique, ils peuvent l'utiliser quotidiennement pour gérer leurs émotions. Alors justement, vous donnez quelques clés dans cet ouvrage, un ouvrage qui s'adresse plus particulièrement, qui traite la question de l'enfant précoce. Et donc, il a pour but d'aider un maximum d'enfants et de parents. Vous l'avez dit, ça vient d'une histoire personnelle, finalement, l'envie de transmettre ce savoir? Oui, parce que moi, j'ai traversé ça et que l'EFT a permis à toute la famille de se rééquilibrer, aux enfants de trouver leur équilibre émotionnel. Et maintenant, les enfants, ils vont bien et ils arrivent à vraiment quotidiennement gérer ça. Et du coup, j'avais envie de transmettre vraiment cette technique qui, pour moi, est puissante et facile d'utilisation. Alors en plus de l'écrit, dans ce livre, il y a aussi des vidéos qui sont proposées, des vidéos pratiques et aussi des témoignages sur l'EFT. Il y a beaucoup de témoignages d'adolescents et d'enfants précoces et aussi des vidéos pour justement permettre aux lecteurs de suivre des séances de manière à eux-mêmes adapter aussi leur propre travail. Alors Aider l'enfant précoce, c'est cet ouvrage qui est sorti tout récemment en novembre. Vous avez publié également en août cet ouvrage qui s'appelle Valentin et les points magiques, un titre un peu qui nous laisse imaginatif. C'est une première histoire finalement pour découvrir l'EFT. Oui, c'est une première histoire pour découvrir l'EFT, mais surtout aussi pour apprendre aux enfants à identifier leurs émotions. Parce qu'en fait, moi, mon travail, c'est de permettre pour moi, dès le plus jeune âge, apprendre à l'enfant à identifier ses émotions pour justement les réguler et du coup grandir vraiment en harmonie avec soi-même dans la gestion de ses émotions. Donc ils s'adressent directement aux enfants là pour le coup? Oui, là pour le coup c'est plutôt un ouvrage imagé pour les moins de 10 ans. Alors dernière chose, il nous reste un petit peu de temps dans cet entretien. Dans votre actualité, là, vous serez tout prochainement en dédicace à 50 ans d'Yveline, c'est ça? Oui, samedi après-midi, à partir de 15h, au Furet du Nord, je fais une dédicace tout l'après-midi sur ces 2 livres. Et on en parlait également en off, juste avant cette émission, vous êtes déjà sur la préparation d'un autre livre? Oui, en fait, là, je suis en train, en co-auteur avec d'autres personnes, d'écrire un livre sur la santé globale, justement pour amener aussi d'autres techniques que l'EFT qui permettent toujours dans le même objectif d'autonomiser les gens dans la prise en charge de leur santé de manière autonome. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Valérie Bruni. Merci de m'avoir reçu. Art thérapeute de Voisins-le-Bretonneux, je le rappelle, ces 2 ouvrages qui sont disponibles aux éditions Le Duc. Donc vous avez Aider l'enfant précoce et Valentin et les points magiques. Vous retrouvez tout ça sur le site internet, votre site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Et donc ce site, c'est espedia.fr. Merci d'avoir été avec nous. C'est votre rendez-vous hebdomadaire, le portrait de la rédaction. Ce soir, focus sur un papy pas comme les autres. À 70 ans, Alain Crampon s'apprête à s'envoler pour Cuba. Cet habitant de Bois d'Arcy s'est fixé un défi, faire le tour de l'île à vélo pendant 2 mois. Un voyage qui n'est pas une première pour lui. Rencontre signée Mickaël Elmidoro. Je vais donc partir pour arriver à la Havane.
Ensuite, je vais prendre le parti de remonter ici sur la côte Marielle. Dans son bureau, Alain Crampon, 70 ans, peaufine les derniers détails pour sa nouvelle aventure. Cet Arcésien qui a déjà parcouru à vélo la France, le Portugal, l'Espagne et le Canada en 10 ans va prendre l'avion le 8 décembre prochain. Destination Cuba. Cet aventurier dans l'âme va parcourir en 2 mois plus de 2000 km sur l'île en dormant chaque soir dans une ville différente. C'est un peu l'aventure parce que j'ai un itinéraire. Je sais que le matin, quand je me lève, je vais le soir me retrouver à peu près à 70 ou 80 km plus loin. Mais c'est tout. C'est la seule chose qui m'importe, c'est que demain est ailleurs. Et puis voilà, je me promène le nez au vent. Pendant son périple, Alain Crampon emmènera dans ses bagages un sac de survie de 15 kg avec des vêtements, des médicaments et des outils qu'il installera sur une remorque. L'ensemble sera tracté à coups de pédale sur un vélo tout-terrain préparé spécialement pour l'occasion. Alors en fait, c'est un VTT, un très beau VTT que j'ai eu pour mes 60 ans d'ailleurs, et que j'ai équipé en grand tourisme. Donc j'ai mis des cornes ici pour pouvoir pédaler super à l'aise, comme sur une Harley Davidson. J'ai mis un rétroviseur, parce que ça, c'est absolument indispensable. Et puis, ici, c'est pour le quotidien. Et éventuellement, je peux mettre un fruit ou une boîte de sardines, selon ce que je trouve. En plus d'un vélo étudié pour parer à toutes les épreuves, cet ancien rugbyman a également pensé à travailler sa condition physique. Sa recette, un entraînement dans les forêts des Yvelines 2 à 3 fois par semaine pour garder ses jambes de 20 ans. Mais pour ce grand-père, cet exploit n'a rien de sensationnel. De toute façon, c'est de la randonnée, c'est de la promenade, donc il n'y a pas d'urgence. Si on a un peu mal aux fesses au début, parce que ça peut arriver, on fait moins de kilomètres. La moyenne, c'est 15 km/h de moyenne, c'est que dalle. Donc 15 km/h pour regarder la nature, c'est fabuleux. Et en plus, on avance parce que 3 heures le matin et puis 2-3 heures l'après-midi, on a fait 60-70 km. C'est simple. C'est simple comme un coup de pédale. Retour prévu en France le 8 février prochain avec des souvenirs plein la tête et peut-être quelques courbatures dans les jambes. Cuba! Hasta luego! C'était une première, une journée badminton 100% féminine organisée au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Donc une rencontre samedi. L'objectif, promouvoir ce sport, le badminton, auprès d'un public débutant. Le tout par le biais de matchs et de fitness afin d'apprendre les déplacements. Nicolas Dandry et Michael Elmedoro. En fait, parce que tu tapes juste devant, il faut que tu armes vraiment derrière. Ouais. J'ai peur de me faire mal. Non. Clémence Brenier, 22 ans, redécouvre les bases du badminton au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. La débutante s'est inscrite avec une amie ce samedi 2 décembre à l'événement Bado féminin organisé pour la première fois dans la structure. Ça avait l'air d'être un bon moment. Puis une initiation au badminton, c'est un sport qu'on a tous fait, je pense, au collège. Et c'était un peu... c'est pas forcément du haut niveau, tout ça. Et je pense j'avais envie de découvrir un peu plus ce sport. Clémence fait partie des 23 joueuses qui se sont inscrites pour ce rendez-vous. Objectif annoncé de l'événement, pousser les femmes à s'inscrire. Le badminton compte plus de 6000 licenciés dans les Yvelines, mais reste encore confidentiel au niveau féminin. Le bad féminin représente un quart de ce chiffre-là. Donc l'idée, c'est de vraiment essayer d'amener les femmes à faire du badminton, ce qui est un sport accessible à tous. Pour rendre l'initiation encore plus conviviale, les coachs avaient organisé un fitminton pendant une trentaine de minutes. Le but, apprendre les déplacements au rythme de la musique. Si en badminton, on ne sait pas se déplacer, on va difficilement pouvoir être à temps sous les volants. C'est un jeu où on essaye de mettre en crise de temps toujours l'adversaire. Et du coup, pour le mettre en crise de temps, on va essayer de jouer là où il n'est pas. Et pour ça, il va falloir se déplacer le plus rapidement possible. Et c'est toute une sorte de jeu d'appui qu'il faut passer par un apprentissage. Et du coup, c'est un apprentissage, le fitminton, qui permet d'être beaucoup plus ludique. Après le succès rencontré cette année, une deuxième édition devrait être organisée l'année prochaine au mois de décembre, toujours au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Avant de se quitter et de clôturer ce journal, le tirage au sort a livré son verdict. Houille affrontera Concarneau en 32e de finale de la Coupe de France de football. Club breton évoluant en National 1, soit 5 divisions au-dessus des Yvelinois, considérés comme petits poussets de la compétition. La rencontre se jouera à l'extérieur le 6 janvier prochain. Pour rappel, Houille avait disposé des Guyanais de l'Étoile Matoury
au tour précédent. C'est la fin de ce 7-8 journal. Merci de l'avoir suivi. Replay, reportage à consulter sur notre site internet et notre application mobile TV78. Bonne soirée à tous.